Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Politicía, votre rendez-vous politique. 12 octobre 1968, 12 octobre 2018, 50 ans déjà que la Guinée équatoriale a accédé à la souveraineté internationale. 50 ans donc que la colonie espagnole est devenue indépendante. Et c'est avec fierté et faste que les Équato-Guinéens ont célébré ce 12 octobre le cinquantenaire de leur pays. Alors quel chemin parcouru, quel progrès accompli et surtout quels sont les défis que la Guinée équatoriale doit encore relever. Pour en parler, j'ai avec moi trois invités. Madame Elsa da Silveira, vous êtes journaliste présentatrice, mais vous êtes aussi la présidente de Fédération ISFADA. Fédération ISFADA, c'est Interaction sans frontières aux associations, aux diasporas et à l'Afrique. Et dans l'âme, me dites-vous, vous êtes panafricaniste convaincu. En tout cas, on en parlera au cours de cette émission. Merci, Madame da Silveira, d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie. C'est pour moi. Edem Aguia, vous êtes, vous, le président du mouvement panafricain contre l'injustice occidentale envers l'Europe. C'est tout un programme, je me permets de vous le dire avec déférence. Et c'est vrai que vous avez déjà organisé plusieurs manifestations au Luxembourg et ailleurs pour défendre les intérêts du continent, pour promouvoir le panafricanisme, mais aussi pour promouvoir certaines prises de position du président équato-guinéen Teodoro Obiang Bassogo. En tout cas, merci. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Tout de plaisir. Et j'ai avec moi l'habitué de Politicía, Kerwin Maizo, journaliste, analyste politique. Merci, Kerwin. Étant moi-même panafricaniste, je suis en bonne compagnie. C'est parfait. Son histoire est intimement liée à l'histoire de son pays, la Guinée équatoriale. Lorsque ce 3 août 1979, le jeune colonel Teodoro Obiang réussit son coup d'État et dépose son oncle, son objectif était clair, assurer à son pays, la Guinée équatoriale, la stabilité. Mais qui est Teodoro Obiang Bassogo? On en parle après ce sujet de la rédaction commenté par Graziella Chakonté. 39 ans qu'il est à la tête de la Guinée équatoriale, 39 ans qu'il façonne le destin de l'ancienne colonie espagnole. Il est l'un des chefs d'État les plus respectés du continent. Ce 12 octobre, son pays célèbre ses 50 ans d'indépendance. Mais qui est Teodoro Obiang Bassogo et comment se porte la Guinée équatoriale sous sa présidence? Décryptage. C'est d'abord son oncle Francisco Macias Nguema qui prend les rênes de la Guinée équatoriale le 12 octobre 1968. La colonie espagnole venait alors de s'affranchir des colons espagnols et adopte un régime présidentiel avec un État unitaire. Très vite, sa gouvernance se durcit. L'homme se proclame alors en 1972 président à vie, chef du gouvernement, ministre de la Défense, ministre des Affaires étrangères, de la Justice et des Finances. Un régime fort que ne pouvait pas supporter le jeune colonel Obiang Bassogo, né le 5 juin 1942. Téméraire, stratège et déterminé, il dépose son oncle le 3 août 1979 et propose à ses compatriotes une Guinée équatoriale stable, sûre et économiquement prospère. La construction d'infrastructures devient alors l'une des priorités du nouveau président. Lorsque le président de la République prit la décision de développer le pays, Malabo était une structure coloniale réduite en termes de dimension. Nous avions compris plus tard qu'il voulait un espace où pourraient s'implanter de nouveaux édifices. Nous l'avons appelé Malabo II. Mais l'homme voit au-delà de ses frontières. Il se veut panafricaniste et défend à chaque fois qu'il le peut le continent dont l'indépendance n'est que nominale selon lui. Pour moi, le sujet principal, c'est la dignité des Africains, la dignité des peuples. Vous savez que l'Afrique a été maîtrisée pendant longtemps pour le colonisateur. Mais aujourd'hui, l'Afrique doit prendre la responsabilité de maîtriser les politiques sans aucune influence. Quand
Parce que je crois que comme ça, nous pouvons atteindre aux objectifs que nous proposons. Réélu le 24 avril 2016 avec 93,7% des suffrages, Teodoro Obiang Mbasogo veut désormais plus d'ouverture politique et un meilleur ancrage démocratique. Le 4 juillet 2018, il décrète une amnistie totale en faveur de tous les prisonniers politiques et de tous les opposants condamnés ou interdits d'activité. À la faveur d'un dialogue national, le président Obiang Mbasogo entend désormais renforcer la cohésion et l'unité nationale en Guinée équatoriale. Reste cependant à convaincre les opposants sceptiques qui doutent encore de la sincérité du chef de l'État équato-guinéen. Elsa da Silveira, la Guinée équatoriale, je l'ai dit, a célébré ce 12 octobre avec grande fierté les 50 ans, ces 50 ans d'indépendance. Pour commencer cette émission, j'ai envie de vous demander quel regard vous portez sur le parcours de ce jeune État de l'Afrique centrale. Alors je porte personnellement, mais aussi avec la voix des femmes qui me soutiennent dans mes œuvres, un regard fort louable. Pour nous, la Guinée équatoriale est stigmatisée, représente à nos yeux un leadership pour l'Afrique, trop souvent décrié à contresens. Il semble important d'avoir des modèles, des paradigmes à faire valoir et à montrer à notre jeunesse, à nos Afriques, de façon à pouvoir nous projeter. Donc le panafricanisme, pour moi, c'est fondamental. Je salue vraiment cet honorable homme. Je suis très fière de pouvoir contribuer aujourd'hui, en jour d'indépendance, à porter ma pierre, tout simplement dans un débat ouvert aujourd'hui. Ce qui vous intéresse essentiellement donc chez le président équato-guinéen et son pays, c'est le fait pour lui effectivement de ne pas voir les problèmes de l'Afrique à travers le petit microcosme équato-guinéen, mais à travers une vision globale. C'est bien ce que vous retenez donc de son parcours, enfin en tout cas du chemin qu'il a parcouru déjà à la tête de son pays, la Guinée équatoriale. C'est une vision que je partage, mais au-delà de cela, il y a l'engagement de l'homme à faire valoir cette idée-là, justement au vu et au nez du monde, puisqu'on est quand même dans une période de globalisation qui sous-tend à ce que l'Afrique a besoin de s'émanciper et de se décomplexer. Et je trouve que l'action menée en Guinée équatoriale correspond vraiment à un flambeau qu'il faut encourager. Nous avons trop tendance, vu de l'extérieur, je ne connais pas la Guinée équatoriale de l'intérieur, mais vu de l'extérieur, nous avons tendance à nous ramener à des idées saugrenues, alors que ce pays-là est un leader, a construit la manne pétrolière. On va en parler au cours de cette émission. Mais alors, cette première partie, c'est pour répondre à la question qui est l'homme. Kerwin Maïzo, je l'ai dit, jeune colonel. À l'époque, pour réussir ça, il faut vraiment avoir à la fois le courage, et courageux il était, et il a réussi à faire donc ce coup d'État en 1979, le 3 août précisément, et depuis, c'est la stabilité totale. C'est un homme... Ce sont les ressorts de l'homme qui lui ont permis jusque-là de rendre si solide son pouvoir et son assise politique. Déjà, on dit qu'aux hommes bien nés, la valeur n'attend point le nombre d'années. C'est un homme qui est déjà formé. Il a été formé en Espagne dans la conduite des engins militaires. Donc, c'est un militaire bien formé. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, en tant que président, il a reçu quand même avoir un diplôme de droit. Donc, il y a toujours chez lui un souci de formation. Ensuite, étant le neveu d'un président, il a évolué dans les sérails du pouvoir. Donc, il avait aussi... Donc, il avait aussi acquis une espèce d'expérience. Ce qui lui a permis, entre autres, d'avoir une vision un peu plus large, pas à l'étroit, Guinée équatoriale, mais déjà au niveau de la région Afrique centrale et au niveau de toute l'Afrique. Alors, la chance qu'il a, c'est de ne pas être francophone. Parce que la colonisation espagnole, c'est une colonisation certes,
Mais en Afrique, cette colonisation est différente de la colonisation. Expliquez très rapidement, Kevin Maïso. Vous dites la chance qu'il a, c'est de ne pas être francophone. Oui, mais parce que... C'est très tendancieux. Les francophones sont toujours sous les fourches codines de la Franc-Afrique, ce qui n'est pas le cas pour lui, et il a toujours fait beaucoup d'efforts pour s'en démarquer. Et les pays d'Afrique centrale ont tendance à les tirer vers le bas. S'il faut retenir quelque chose de l'homme, oui, c'est qu'il a pu faire en 10 ans de pétrole, ce que, par exemple, le Gabon à côté n'a jamais réussi à faire en 50 ans de pétrole. Sur la gestion économique, en tout cas sur la question... Mais au moins, en tout cas, c'est un homme qui a sa tête sur ses épaules. De votre propos, il est militaire bien formé, courageux, il est formé en Espagne, il est juriste, il a le souci de la formation et puis, effectivement, il a réussi à rendre solide son pouvoir jusque-là. Monsieur Aguia Udem, vous avez régulièrement organisé des manifestations au Luxembourg où vous résidez, pour dénoncer les tentatives de déstabilisation de la Guinée équatoriale. Qui veut déstabiliser la Guinée équatoriale? De première vue, c'est l'Occident qui veut déstabiliser la Guinée équatoriale. Il a raison. Peut-être il y a derrière des chasseurs de fortune qui cherchent à déstabiliser la Guinée équatoriale tout simplement, pour y régner, pour diviser, pour mieux régner. C'est tout. Alors, Madame Da Silveira, très rapidement, il y a certains États, et ils sont nombreux, heureusement, du continent, notamment en Afrique de l'Ouest, qui ont très rapidement réussi leur transition démocratique. À partir des années 90, à la faveur des conférences nationales, ils ont effectivement et très rapidement amorcé le multipartisme et l'ancrage démocratique. On va dire quoi? Que c'est la sociologie locale de chaque pays qui définit, qui détermine le rythme. C'est pour ça que, même si c'est aujourd'hui en cours, c'est pour ça que ça a mis un peu plus de temps en Guinée équatoriale. Oui, de facto. De facto, ce n'est pas forcément lié à la Guinée équatoriale, tout simplement l'Afrique, encore une fois, son émancipation, puisqu'on est en pleine période de cinquantenaire, de post-indépendance. Donc l'Afrique a probablement un pas à faire il va sans dire, et je vais essayer de parler en français, dans short line, c'est-à-dire qu'on nous demande de vérifier 400 ans en 50 ans, en termes de technicité, en termes de projection, en termes de paradigme, et ça semble évident qu'il faut revoir la copie. Et je crois qu'il est fondamental que les Africains s'approprient ces schémas-là en termes de diagnostic pour se projeter ensemble. Donc pour moi, il n'y a pas de commune mesure que ce soit la Guinée équatoriale ou un autre pays d'Afrique. La logique est là. C'est un mal, on va dire, qu'il a fallu subir, un mal pour un bien, mais nous sommes dans une transition et je crois que l'époque est charnière. On va dire quoi, Madame Da Silveira, c'est très important de le souligner. Construire un État, ce n'est pas facile, surtout quand on obtient l'indépendance dans les conditions qui étaient celles de la Guinée équatoriale. On va dire que l'homme aura quand même réussi, malgré les imperfections, à asseoir un État. Absolument. Pour ma part, je confirme entre ce que je vois et ce que je peux observer en comparatif par rapport à d'autres pays. Je pense qu'à un moment, les interactions s'avèrent nécessaires entre les pays africains pour jauger et comprendre que, bon, entre l'information qui est donnée et celle qui est concrète dans les pays, il y a un manque vraiment d'information en Afrique à faire valoir ce que l'Afrique est et devient, et les contributions justement des États et des appareils d'État, parce qu'encore une fois, il n'est pas seul, pour huiler le système et aller vers cette démocratie, entre autres, mais ce développement que moi je considère être fondamental. Alors, Kevin Maïso, très rapidement, au fond, ce n'est pas facile de construire un État, on l'a dit, mais ce qu'il faut aussi savoir, chercher à savoir, c'est que est-ce qu'aujourd'hui, il fait figure de leader du panafricanisme sur le continent. Dans les années 60, en tout cas à partir de 1963, à la création des nations de l'OIA, Organisation de l'Unité africaine, on avait les Kwame Nkrumah, on avait beaucoup d'autres qui faisaient office de parrains continentaux. Ces gens-là ont disparu.
Et aujourd'hui, le champ est resté vacant et c'est tout naturellement qu'il occupe aujourd'hui ce terrain vacant, le président Théodore Obiang Nguema Basogo. Après la mort de Kadhafi, je crois que c'est un des rares qui reste et qui a une vision assez large de ce que doit être l'Afrique. Et puis, au début, vous avez parlé de transition démocratique. Je pense qu'en Afrique, la transition dont on devrait parler, c'est la transition économique. Lui, au moins, il a reçu cet exploit. Avant de parler aux gens de démocratie, de comment choisir les dirigeants, il faut d'abord les nourrir, il faut les soigner, il faut les éduquer. Il faut leur donner un certain niveau de vie. Parce qu'on a souvent tendance à oublier une chose. Beaucoup d'Occidentaux nous parlent des droits de l'homme, droits de l'homme, droits de l'homme. Ils oublient que parmi les droits de l'homme, il y a les droits économiques et sociaux. Et lorsque vous faites des contrats léonins avec des pays africains, vous violez leurs droits économiques et sociaux, donc vous violez les droits de l'homme. Les droits de l'homme, ce n'est pas que la démocratie, la liberté d'expression. C'est aussi manger, à sa fin, disait Chirac, en Tunisie. Mais la suite, on l'a vu. Alors, mais d'où lui viennent ces élans panafricanistes? La vie personnelle de l'homme ne le prédestinait pas à prendre des positions africaines, à prendre un positionnement africain, à défendre l'intérêt de tout un continent. Il sort des frontières de son pays et pense Afrique. D'où est-ce que ça lui vient? La réponse est toute simple. Oui. Quand on est président d'un petit pays riche, menacé de toutes parts, la solution, un réflexe de survie, c'est de se protéger en groupe. Donc, il a compris. Déjà, regardez la Guinée équatoriale. 1,5 million d'habitants, pas très grand. Oh, peut-être même pas, hein, peut-être même pas. En tout cas, les chiffres officiels, ça aussi autour d'1 million. Mais déjà, c'est un petit pays. Ensuite, dans la région de l'Afrique centrale, c'est le seul pays qui parle une autre. Bon, quand je dis petit pays, c'est par rapport à la population. Voilà, par rapport à cela, ce n'est pas pour minimiser les pays. Oui. Donc, si on regarde déjà en Afrique centrale, ça fait office de petits poussets. Donc, il a compris que pour se protéger, il faut être dans de grands ensembles où on peut faire face aux appétits gloutons de certaines multinationales et des pays occidentaux. Donc, c'est naturel. Je propose qu'on marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour parler davantage du cinquantenaire que célèbrent aujourd'hui les Équato-Guinéens. À tout de suite.